Bonjour à tous. C'est une sorte de mystère qui nous invite à percer maintenant les organisateurs du Printemps de l'économie. C'est aussi le traitement d'une question assez sensible, personnelle. On est tous très intéressés par cette question. C'est aussi une question politique, terriblement d'actualité au moment d'une crise sociale, la crise des Gilets jaunes, depuis le début de laquelle on entend des manifestants dire que leur salaire ne permet pas de couvrir leurs besoins. Comment se fixent les salaires? Nous avons donc 1h15 pour répondre à cette question. 4 intervenants, ils auront une dizaine de minutes chacun. Et puis ensuite, commencera le jeu des questions-réponses avec vous, la salle, et des débats. Je vous invite évidemment à prendre la parole très vite parce que, en général, cette phase-là passe très très vite. Je ne me suis pas présenté, je suis Philippe Lefébure, je suis journaliste à France Inter, une excellente radio. Pendant longtemps, je me suis occupé d'économie, tenu une chronique économique, et puis depuis quelques temps, je dirige la rédaction. Cette table ronde a été préparée par Pierre-Pascal Boulanger et Antoine Naboulet. Je vous présente donc les intervenants, nos 4 intervenants. Héloïse Petit, vous êtes professeure, vous enseignez à l'Université de Lille. Vous êtes chercheuse au labo Clercé et au Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAM. Vous travaillez aussi actuellement à la rédaction d'un manuel d'économie sur le travail et l'emploi avec Bernard Gazier. Avec vous, on ira au plus près des négociations au sein des entreprises. Nous verrons les différences également entre les différents secteurs. À ma gauche, Erwan Gauthier, vous m'avez dit de faire court, économiste à la Banque de France. Voilà. Avec vous, on regardera ce qui se passe à l'intérieur des branches professionnelles, les minima et les accords salariaux. Jérôme Gauthier, vous enseignez à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Avec vous, on regardera et on étudiera l'un de ces piliers français. Vous dites une institution centrale, le SMIC, dont dépend beaucoup de salaires en France et qui est vraiment la clé de la question que nous abordons maintenant. Mais on va commencer cette table ronde avec Bruno Coquet, chercheur associé à l'OFCE, conseiller scientifique à France Stratégie. On commence avec vous. On va poser un peu le débat, tout simplement. Est-ce qu'il y a de l'offre et la demande? Est-ce que c'est un vrai marché? Quel est le rôle de l'État? C'est à vous pour une dizaine de minutes. Bruno Coquet. Merci, bonjour. Donc j'ai le redoutable avantage de vous présenter ce sujet très simple qui est les salaires. Les salaires sont le prix du travail en économie, donc très très simple, mais en réalité très complexe. Alors pourquoi complexe? D'abord parce qu'on a une littérature qui finalement est assez faible là-dessus. La littérature théorique est assez claire. On a beaucoup d'éléments descriptif. Vous pouvez aller voir sur le site de l'INSEE tous les ans, dans le document de référence emploi-salaire, il y a énormément de choses, d'informations. Après, d'un point de vue analytique, on a des choses sur comment se fixent les salaires, alors avec l'inflation pour les salaires réels, mais aussi la productivité, les institutions du marché du travail, le niveau du chômage, etc. Donc cette théorie est assez bien décrite, mais au bout du compte, quand on regarde le cas de la France, notre littérature économique, elle est assez éparpillée. Elle est très concentrée sur la problématique du SMIC, dont parlera Jérôme Gauthier après moi, un peu sur les inégalités, mais sur les mécanismes de fixation des salaires. Et est-ce que ces mécanismes sont efficients? On n'a pas beaucoup d'informations. Donc c'est assez compliqué d'avoir une synthèse et de dire par rapport à la théorie économique, est-ce que ça fonctionne comme on peut le prévoir ou pas? Alors d'un point de vue théorique, c'est simple. Le prix du travail, c'est la rencontre entre l'offre et la demande de travail. Du point de vue de l'employeur, ça doit être le plus bas possible. Et du point de vue du salarié, ça doit être le plus haut possible. Donc du coup, on essaye de se mettre d'accord. Il y a un prix de marché et puis les gens obtiennent un salaire de la part de leur employeur. Et en France, de manière générale, on pense. Beaucoup de gens pensent sur nous dans le monde entier, mais nous-mêmes pensons que le prix du travail est trop élevé vu des employeurs. Le coût du travail est beaucoup trop élevé. Ils ont raison. Dans le sens où on voit bien en comparaison internationale, on est quand même toujours dans le haut du classement. Et puis d'autre part, l'État a développé depuis une vingtaine d'années des politiques d'allègement de charges sociales pour baisser le coût du travail.
Et donc, du coup, l'État valide en quelque sorte cette théorie et on baisse le coût du travail, principalement sur les bas salaires. Après, les salariés. Donc, les salariés, eux, ils disent bah, les salaires sont trop faibles. Donc, ils ont raison aussi, puisque l'État valide cette position finalement en apportant des compléments de salaire. Alors la prime d'activité, c'est un complément de salaire bien connu. Bon, après, on peut cumuler son salaire avec différentes allocations, le RSA, l'assurance chômage, etc. Et puis, la fiscalité est telle qu'elle pèse assez peu sur les plus bas salaires et beaucoup sur les plus hauts salaires. Donc l'État, encore une fois, nous dit que les salaires sont trop faibles du point de vue des salariés. Donc on a un paradoxe en France, c'est la coexistence de ces deux diagnostics. C'est-à-dire, petit 1, les salaires sont trop élevés du point de vue des employeurs, donc de la demande de travail, et petit 2, ils sont trop faibles du côté de l'offre de travail, c'est-à-dire des salariés. Donc du coup, on est face à un marché qui n'est pas efficient, puisque le prix du travail, finalement, est assez incertain, et que l'État intervient énormément pour compenser l'état des choses, que ce soit le salaire ou la fiscalité qui va peser dessus. Alors, je vous ai fait quelques graphiques, c'est un petit peu compliqué à rendre au travers d'images, mais qu'est-ce qui a changé? Ça, c'est un petit graphique qui va de 1950 à 2013. Qu'est-ce qui a changé en une cinquantaine d'années? En fait, principalement, c'est que les charges qui pèsent sur le travail, enfin les cotisations sociales, que ce soit employeurs ou salariés, ont augmenté de manière considérable. Alors en rouge, je vous ai mis les cotisations patronales. En rouge vif, la courbe qui baisse là, à partir des années 90, c'est les cotisations patronales, le taux de cotisation patronale au niveau du SMIC, donc qui a été allégé depuis une vingtaine d'années. Et le pointillé rouge, là, qui est d'abord confondu avec la courbe du SMIC, c'est le plafond mensuel de la sécurité sociale. C'est un salaire qui aujourd'hui vaut à peu près 3 300 € par mois. Et donc là, on voit que le coût du travail continue d'augmenter bon an, mal an. Alors sur les derniers points, il baisserait un petit peu, mais dans une trajectoire historique, on voit bien qu'on est passé de 25 à 40% de charges patronales sur les salaires qui sont destinés au financement de la sécurité sociale. Si on regarde les cotisations salariales, c'est pareil, sauf que là, on n'a pas cette différenciation entre le SMIC et le plafond mensuel de la sécurité sociale, mais on est passé d'à peu près 6% de cotisations sociales à peu près 22%. Donc ça, pour le dire un petit peu brutalement, sans juger de l'utilisation qu'on en fait pour la protection sociale, ce sont des taxes sur le travail. Donc d'une certaine manière, on a ce paradoxe que l'on taxe le facteur que par ailleurs on veut développer, c'est-à-dire le travail, il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez d'emplois, donc on veut développer le travail, mais quand même le sujet c'est qu'on le taxe beaucoup, enfin ça a beaucoup augmenté au cours du temps. Donc au bout du compte, est-ce que les taux de cotisation sociale sont décidés par les partenaires sociaux en partie, par l'État en partie? Donc ce n'est pas directement une politique salariale, mais c'est une politique qui va influencer considérablement les salaires. Le grand outil de la politique salariale dont vous parlera Jérôme, mais je vous montre quand même un graphique dessus, c'est le SMIC. Donc cette courbe, elle part aussi de 1950 et jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde, sur l'échelle de gauche, vous pouvez lire, le SMIC exprimé en pourcentage du salaire moyen. Donc on partait d'à peu près 50% au début des années 50. On était descendu à 30% parce que le SMIC était indexé uniquement sur les prix et pas sur la productivité, enfin sur les gains de productivité. Donc du coup, la distribution des salaires s'écartait vers le bas. On créait des travailleurs pauvres dans les Glorieuses de manière massive. En 1968, les accords de Grenelle disent on va changer les choses et on va intégrer une indexation sur la productivité du travail. Donc du coup, ça évite d'avoir que la distribution des salaires s'écarte vers le bas. Donc on met plus de justice dans les salaires d'une certaine manière. Et cette politique salariale de l'État, via une indexation différente et des coups de pouce, a conduit à ce que finalement, depuis le milieu des années 2000, on revienne à peu près au niveau où on était au début des années 50 en termes d'égalité salariale, on
va le dire comme ça, dans le bas de la distribution, c'est-à-dire que le SMIC est à peu près égal à 50% du salaire moyen. Alors derrière ça, il s'est passé plein de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas maintenant, je n'ai pas le temps, mais néanmoins, ça, c'est l'instrument privilégié de la politique salariale de l'État. Si on regarde ce que ça donne en termes de coût du travail, puisque c'est là que se joue la compétitivité internationale, les demandes de réforme qu'on le reçoit de l'Union européenne, de l'OCDE, qui ne sont pas contraignantes, mais quand même, c'est une surveillance macroéconomique intéressante à écouter. Donc on voit bien que, ici, je vous ai mis encore le SMIC en bleu, le plafond mensuel de la sécurité sociale en vert et en rouge, c'est 2 fois le plafond mensuel, donc à peu près 6 600 € par mois aujourd'hui. On voit bien que depuis 50 ans, tout ça, ça a augmenté de manière considérable. Ces courbes ajoutent les 2 précédentes, c'est-à-dire qu'on a à la fois les cotisations sociales salariées et employeurs, et où l'on voit que, quel que soit le niveau de revenu, ça a augmenté, et que ça a augmenté d'autant plus que le niveau de revenu était élevé. Alors derrière ça, on a un mécanisme qui est intéressant, c'est que lorsque vous payez des cotisations sociales, par exemple uniquement sur la base du SMIC, et que vous avez des allocations forfaitaires en contrepartie, des allocations sociales forfaitaires, ce n'est pas très solidaire. En revanche, si vous montez dans l'échelle de salaire et que vous faites payer beaucoup les hauts salaires qui ont peu de chances de bénéficier d'allocations sociales, vous instituez une redistribution et une solidarité assez forte. En gros, vous avez des bons clients, c'est-à-dire des gens qui payent cher et qui vont peu bénéficier d'une manière générale. Donc, c'est plutôt sur les bons clients que s'est porté l'effort. Et donc, du coup, le système, en augmentant comme ça les prélèvements sociaux sur le travail, est devenu beaucoup plus solidaire, mais avec cet inconvénient qu'au niveau du SMIC, bien, les employeurs se plaignaient que, effectivement, les salaires étaient trop élevés par rapport à la productivité et que, du coup, leur business plan n'était pas rentable. Et donc, du coup, on voit encore ici les baisses de cotisations sociales sur le SMIC. C'est la courbe bleue qui baisse et qui continuera de baisser, puisque sur ce graphique n'est pas intégré, en pointillé, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, l'effet du CICE. Donc, ce qui fait augmenter les salaires, au bout du compte, le coût du travail, c'est beaucoup cette particularité française qui est que le financement de la protection sociale est basé sur le travail. C'est vraiment ce qui nous distingue de tous les autres pays. Alors, je vous ai dit en introduction, la littérature est très éparse. Il y a une grande partie de la littérature qui porte sur l'inégalité salariale ou l'égalité des salaires, je ne sais pas comment le dire, avec cette idée que chaque année, l'INSEE communique son chiffre, et puis qu'on est tous très satisfaits de se dire tiens, l'inégalité diminue. Donc ce qui est vrai, l'inégalité diminue, et ça distingue la France de tous les autres pays, de tous les autres pays du monde presque, à l'exception du Japon, si ma mémoire est bonne. C'est la courbe bleu marine en bas du graphique. Vous avez le salaire annuel en équivalent temps plein, et ce que représente le graphique, c'est l'indicateur des 10% des salaires les plus élevés sur les 10% des salaires les plus faibles. Donc c'est un indicateur de redistribution, et on voit bien qu'il a baissé, ce qui veut dire que les salaires les plus faibles et les plus élevés se sont rapprochés les uns des autres. En réalité, parce que les salaires les plus faibles ont augmenté sous l'effet de la politique salariale et de l'augmentation du SMIC dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le seul défaut de ça, c'est qu'on ne voit qu'une partie de l'analyse. En faisant ça, c'est que dans la masse salariale, au terme de la comptabilité nationale, ça inclut aussi les cotisations sociales. Et si on regarde la France de ce point de vue-là et qu'on regarde le coût du travail, et le même indicateur, c'est-à-dire le 9e décile sur le 1er décile, on s'aperçoit que l'inégalité augmente considérablement. Alors, je ne vous ai pas mis en longue période, mais aujourd'hui, en termes de coût du travail, c'est la plus forte inégalité qu'on observe dans la série historique depuis le début des années 50. Et donc, du coup, là, on ressemble aux autres pays du monde, c'est-à-dire que les inégalités salariales progressent, à cette différence près qu'en France, il y a une dépense préaffectée qui est la protection sociale,
alors que dans d'autres pays, elle est financée à l'extrême par des systèmes privés et puis par des choses un peu plus hybrides qu'en France dans d'autres pays. Et donc, du coup, le fait de financer la protection sociale sur la base du travail fait que on induit des effets très forts en termes de redistribution. La protection sociale est financée en gros par les hauts salaires et pas par les bas salaires, ce qui n'est pas forcément un problème, hein. Mais en tout cas, on a une très forte inégalité dans le financement de la protection sociale, ce qui implique un souci en termes de contrat social, c'est qu'à un moment, ce curseur ne peut pas être poussé à l'infini si on veut quand même préserver un équilibre dans le contrat social. Je vais m'arrêter là. Je crois que je sens la pression à ma droite. Merci. Mais amicale pression. Merci beaucoup. On va évoquer tout de suite ce socle de la politique salariale en France, finalement, le SMIC. C'est à vous, Jérôme Gauthier. Est-ce que je dois me rapprocher du PowerPoint ? Les slides vont suivre. Ah oui, il faut... Les slides vont suivre. C'est parti. Voilà. Bon, alors, tout à fait dans le prolongement de l'intervention de Bruno Coquet, je vais vous reparler un peu du SMIC, en fait. Alors, le SMIC, c'est quoi ? Le SMIC, c'est un salaire minimum légal qui est fixé pour l'ensemble des salariés en France. Alors, normalement, pas ceux du secteur public, mais de fait, ceux du secteur public sont aussi concernés. Et ce salaire minimum légal, je rappelle qu'il est fixé sur une base horaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SMIC, il vaut 10,03 euros, d'accord, et ça c'est le SMIC brut, c'est-à-dire c'est le salaire minimum incluant les cotisations sociales salariées, mais avant les cotisations sociales employeurs dont nous parlait Bruno. Alors ce niveau de SMIC, si on compare avec les autres pays européens, c'est le premier slide, et si on compare aussi avec les États-Unis qui sont ici en vert, ici ça vous donne en salaire mensuel les niveaux au 1er janvier, en janvier 2019, donc très récemment, quels étaient les niveaux de salaire correspondant donc au salaire minima dans différents pays. Et donc vous voyez que en Europe, le pays dont le salaire minimum est le plus bas est la Bulgarie, avec 286 euros. Et puis on montait en mensuel jusqu'au Luxembourg avec plus de 2070 euros par mois. D'accord ? Donc tout ça, c'est des salaires mensuels bruts pour des salariés à temps plein. Et la France, elle est en rouge, on est à 1520 euros. On est un peu au-dessus du Royaume-Uni et on est juste un tout petit peu en dessous de l'Allemagne. On est nettement au-dessus quand même des États-Unis. L'équivalent ramené en euros, un salarié américain, il gagne 1100 euros. Bon. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça, ce sont des salaires donc, mensuels et calculés pour des durées de temps plein à partir de la durée légale du travail. Or, en France, la durée légale du travail, elle est à 35 heures, alors que dans la plupart des autres pays, la base qui est prise ici, horaire, c'est 40 heures par semaine. D'accord ? Donc ce graphique est un peu traître, au sens où il vous fait croire que le salaire minimum est inférieur en France de ce qu'il est en Allemagne. Non, parce qu'en termes horaires, il est au-dessus du salaire allemand. Alors, reprenons un peu très rapidement l'historique, en fait. Donc ça, c'est le deuxième schéma. Ce que vous racontez aussi, Bruno, mais je vais reprendre. Donc le SMIC, le salaire minimum, il a été introduit en 1950. Et ce qui est très frappant, et ce qui explique en partie 1968, dont vous avez tous entendu parler, même si la plupart des auditeurs d'aujourd'hui sont nés bien après 1968, en pouvoir d'achat, ici c'est le pouvoir d'achat du salaire minimum net de cotisation sociale, d'accord, en indexant en 1950, en pouvoir d'achat, en fait, le pouvoir d'achat du salaire minimum a stagné entre 1955 et 1968, ce qui fait que quand on est arrivé en 1968, le salaire minimum n'avait gagné que 25% en pouvoir d'achat par rapport à 1950, alors que le salaire moyen avait gagné plus de 100%, il avait été multiplié par 2, le salaire moyen, depuis 1950. D'où un écart très important qui s'était créé entre le salaire minimum et le salaire moyen. Et pour certains, c'est une explication très importante du mai 68 social, pas étudiant mais social. Et c'est pour ça que le patronat, après les grandes grèves de 1968, a accepté très rapidement une très forte augmentation du salaire minimum. Et ce salaire minimum, il a été augmenté de 35%. Ensuite, il y a une réforme du salaire minimum pour
introduire le SMIC. On est passé du SMIC au SMIC. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le SMIC, ça reste un des piliers de notre modèle social. Et dans les débats de l'époque, le terme qui a été utilisé, c'est il faut introduire un salaire de civilisation. Donc, c'était pas rien quand même, un salaire de civilisation. Et en termes plus modernes, on en dirait qu'il faut introduire un instrument qui soit un instrument fondamental de la cohésion sociale et qui évite notamment de voir ce qui s'était passé au cours des 30 Glorieuses jusqu'en 68, c'est-à-dire un accroissement des inégalités. Et donc ce SMIC, il est indexé sur les prix, il est indexé aussi de façon partielle sur le salaire moyen des ouvriers et des employés. Et surtout, ce SMIC, il peut avoir des coups de pouce. Et donc chaque année, au 1er janvier, le gouvernement peut décider, et à tout moment d'ailleurs, mais il le fait généralement au 1er janvier, d'augmenter le SMIC plus que ce que requiert la loi. Et vous voyez qu'il y a eu un grand phénomène de rattrapage au cours des années 70. Et ensuite, grosso modo, le salaire minimum n'a pas progressé plus vite que le salaire moyen. Alors très rapidement aussi, et ça c'est sur le slide voilà. Ce qui est très frappant, c'est la spécificité du salaire minimum en France, notamment dans son évolution par rapport à d'autres pays. Ici, je vous ai pris 3 pays. La France, l'Allemagne, United Kingdom, c'est le Royaume-Uni, et les États-Unis. Et ici, ce sont des données de l'OCDE qui vous donnent des montants en pouvoir d'achat, d'accord, avec des valeurs ramenées en dollars 2015, d'accord, l'équivalent de dollars 2015. Donc, ce sont directement des pouvoirs d'achat qu'on lit. Qu'est-ce que vous dit ce schéma? Il vous dit qu'en 1960, un salarié américain qui était payé au salaire minimum était payé 3,5 fois plus en pouvoir d'achat, gagnait 3,5 fois plus qu'un salarié français payé au salaire minimum. Ici, vous le voyez, c'est à peu près entre 2,5 et 3 en France, et c'était 8 aux États-Unis. Cet écart, il sera encore plus grand en 1967. L'écart est pratiquement passé à 4. Donc le pouvoir d'achat d'un salarié au salaire minimum aux États-Unis était 4 fois plus important que son équivalent français. Et puis aux États-Unis, on a assisté à une dégringolade du pouvoir d'achat du salaire minimum, alors qu'en France, c'est ce qu'on vient de raconter, une très forte augmentation. Ce qui fait qu'à l'arrivée, en 2017, en France, le pouvoir d'achat d'un salarié au salaire minimum en France est beaucoup plus important qu'aux États-Unis. Et puis entre les deux, vous avez le Royaume-Uni et l'Allemagne. Juste l'Allemagne, c'est intéressant. La courbe ne commence qu'en 2015. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2015, l'Allemagne n'avait pas de salaire minimum légal. D'accord? Et au Royaume-Uni, la courbe, elle commence en 1999, parce qu'avant 1999, le Royaume-Uni n'avait pas non plus de salaire minimum légal. Ce qu'il faut rappeler, c'est que vous avez encore beaucoup de pays en Europe qui n'ont pas de salaire minimum légal et qui n'en veulent pas, dont les syndicats ne veulent pas. Ça, c'est très important. Vous avez l'Italie, vous avez les pays nordiques, la Suède, le Danemark, etc., qui n'ont pas de salaire minimum légal parce que les syndicats estiment que c'est aux syndicats de négocier les salaires et non pas à l'État de fixer un salaire minimum. Alors, juste pour finir, et pour ne pas prendre trop de temps, Bruno a évoqué aussi, et je crois qu'il faut peut-être réappuyer encore une fois pour que le titre apparaisse. Voilà. Bruno a évoqué aussi l'évolution des inégalités. Et ici, vous avez les évolutions des inégalités, le même indicateur que vous montrez Bruno, c'est-à-dire D9 sur D1. Le D9, c'est le 9e décile, c'est le salaire, c'est le niveau de salaire tel que 10% des salariés gagnent plus et 90% des salariés gagnent moins. D'accord ? Donc on est en haut de la distribution. Et D1, c'est le symétrique, c'est-à-dire c'est le salaire tel que 90% des salariés gagnent plus et 10% des salariés gagnent moins. Donc le D9, le rapport D9 sur D1, c'est un indicateur qui est souvent pris comme un indicateur d'évolution des inégalités. Et ce schéma de l'INSEE part depuis 1950 et il va jusqu'aux années 2015, jusqu'aux années contemporaines. Et ce qu'on voit très bien, et c'est une conséquence de l'histoire qu'on vient de raconter, de rappeler, c'est que contrairement à ce qu'on croit, les 30 Glorieuses, enfin du moins jusqu'à la fin des années 60, ne sont pas une période bénie de faible inégalité et voire même de baisse d'inégalité, mais au contraire, c'est une période d'augmentation assez forte des inégalités. Et en 1967, on avait un niveau d'inégalité qui était supérieur, et notamment en bas de la distribution des salaires, qui était supérieur à ce qu'elle était aux États-Unis et qui était même assez nettement
largement supérieure à ce qu'elle était au Royaume-Uni à l'époque. Alors depuis, ça a beaucoup changé. Et vous voyez que les inégalités vont fortement diminuer à partir de 1968. Et ça, c'est un effet quand même assez direct du salaire minimum. D'autres facteurs ont pu jouer un peu, mais quand même, ce qui a écrasé la distribution des salaires en bas de la distribution des salaires, c'est quand même la forte augmentation du salaire minimum, jusqu'au début des années 1980, où là, avec une politique de modération salariale, on a vu que finalement, grosso modo, pour simplifier beaucoup, le salaire minimum n'avait pas progressé beaucoup plus vite que le salaire moyen. Net de cotisation sociale. Voilà. Donc voilà pour un peu la grande histoire du SMIC. Et juste pour faire la transition avec mes collègues qui vont parler, on voit donc que le salaire minimum, il a quand même un effet, à travers ce schéma, assez important sur la hiérarchie des salaires. Mais le salaire minimum, il a aussi des effets induits sur les autres salaires. C'est-à-dire que des augmentations du salaire minimum peuvent se répercuter sur les autres salaires par des effets de diffusion, comme on dit. Donc, il joue un rôle assez important aussi, potentiel, sur la fixation des autres salaires. Et je m'arrêterai là parce que je crois que... Comme la transition est faite, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Merci Jérôme Gauthier. Je passe la parole à Erwan Gauthier. Effectivement, on a notre socle, le SMIC. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe dans les branches professionnelles? Ouais, il faut avoir en tête que le SMIC couvre environ 10-15% des salariés. Donc, il y a 10-15% des salariés qui sont couverts par le SMIC, ce qui est relativement modeste. Si on pense que le SMIC, c'est la chose la plus importante dans les salaires en France, ce n'est pas le cas. Hein. Ça touche une partie relativement faible du nombre de salariés. Si on compare avec d'autres pays dans le monde, 10% c'est beaucoup. Hein. Au niveau du salaire minimum, il y a très peu de pays où 10% des salariés sont au salaire minimum, mais ça reste, c'est pas 100%. Ce qui explique que le SMIC est si important, c'est qu'ensuite, il y a une structure de négociation, il y a un système de négociation des salaires en France qui est relativement organisé, structuré et hiérarchisé. Donc, il y a le SMIC au niveau national qui est déterminé par une règle au niveau national. Ensuite, il y a un système de branches qui correspondent à des secteurs, si vous voulez. Donc, il y a plusieurs centaines de branches qui vont regrouper les entreprises. Et au niveau des branches, les entreprises vont négocier aussi des salaires minima pour leur branche. Donc il n'y a pas un seul salaire minimum en France, mais il y en a des milliers. Il y en a des milliers parce que dans chaque branche, vont se négocier des dizaines de salaires minimum. Et ensuite, au niveau de l'entreprise peut elle-même négocier des accords qui vont au-delà de ce que sont les minimums de branche. Alors comment ça se passe? Moi, je vais essayer d'insister un peu sur comment ça se passe dans la branche et comment la branche elle est un canal de diffusion des hausses de SMIC au reste des salaires. Comment une hausse de SMIC peut être importante au-delà des salariés qui sont proches, qui ont des salaires proches de la valeur du SMIC. Donc dans les branches, ce qui se passe, c'est que les entreprises qui participent à une branche vont définir des emplois typiques ou des emplois caractéristiques de leur branche. Donc, il va y avoir une liste d'emplois caractéristiques et qui vont dépendre des compétences, des diplômes, de l'ancienneté dans l'entreprise. Et pour chaque emploi typique ou caractéristique, les branches et les acteurs de la branche, les syndicats, les fédérations d'employeurs, vont négocier chaque année des salaires minimums pour ces emplois. Et donc une personne dans un emploi ne pourra pas être payée en dessous de ce que le salaire minimum de la branche. Donc, si on passe au slide suivant. Je ne sais pas si c'est très visible. Je vous donne un exemple. C'est mon exemple un peu typique, mais c'est l'exemple de la branche de la coiffure. Donc ici, vous avez la grille des emplois. Donc ça démarre niveau 1, échelon 1, coiffeur débutant. Et puis ensuite, vous voyez la liste des métiers typiques de la branche, qui est définie elle-même par la branche, par un accord de branche. Et ensuite est associé à chaque niveau un salaire minimal qui est contenu dans un accord annuel. Donc ici, c'est l'accord de 2018, de l'année dernière. Et puis, je vous ai mis la valeur du SMIC. Vous voyez, le premier niveau, on ne démarre pas au SMIC, on est un peu au-dessus du SMIC pour le coiffeur débutant. Et donc, chaque branche va avoir cette grille, donc, avec des grilles d'emploi qui vont être différentes d'une branche à une autre, hein, puisque ça dépend vraiment spécifiquement de la nature des emplois, des natures des entreprises. Et puis, il va y avoir ces minimums, accompagnés éventuellement de primes qui vont à l'ancienneté, des 13e mois, etc., qui sont aussi négociés potentiellement dans la branche. Et chaque année, les branches elles vont négocier de nouveaux minima.
avec ou pas un accord en fin de négociation, mais cet accord va définir des nouveaux minima de branche. Et ensuite, ces minima, ils s'appliquent à l'ensemble des salariés de la branche. Non seulement des entreprises qui ont signé ces accords, mais aussi de toutes les entreprises qui sont dans cette branche, mais qui ne sont pas affiliées aux fédérations d'employeurs, ce qu'on appelle l'extension des accords de branche. C'est une décision ministérielle qui a un peu évolué ces dernières années, mais c'est une décision qui vise à couvrir tous les salariés d'une branche par l'accord qui a été signé une année donnée. Là où on voit l'imbrication possible entre le SMIC et les salaires minimums, c'est que si vous ne négociez pas une nouvelle grille de salaire, le SMIC, lui, va continuer à augmenter chaque année et vous voyez que potentiellement un jour, le coiffeur débutant, il va se retrouver au niveau du SMIC. D'accord ? Et c'est le jour où le coiffeur débutant il est au niveau du SMIC que potentiellement vous allez avoir un nouvel accord de branche qui va dépendre assez largement de ce qui s'est passé au niveau du SMIC. Donc ça, c'est un effet possible de la hausse du SMIC sur des salaires qui sont plus élevés que le SMIC. Donc, beaucoup de pays européens ont un système assez similaire avec des niveaux de salaire minimum plus ou moins élevés et des extensions ou des branches plus ou moins fortes selon les pays. Alors, deuxième point que je veux évoquer, c'est comment les salaires de branche évoluent. J'ai présenté un peu le cadre. Donc, le slide suivant vous montre un peu comment les salaires de branche ou les salaires en général ont évolué ces 15 dernières années. Donc en bleu, la courbe en bleu, c'est les salaires de base. C'est le salaire en bas de la fiche de paye pour des gens qui sont en emploi. D'accord ? C'est combien vous touchez à la fin du mois et c'est la croissance de ce salaire mensuel de base. En rouge, c'est l'évolution des minima de branche agrégés pour l'ensemble de l'économie. Et en pointillé, c'est l'évolution du SMIC en annuel. D'accord ? De combien le SMIC augmente en annuel. Et enfin, en gris, c'est l'inflation. Donc ce que vous pouvez observer, le premier effet important, c'est que les salaires, depuis la crise de 2008 environ, connaissent une croissance plus modérée qu'auparavant. D'accord ? Vous voyez cette tendance un peu, on avait des hausses de salaire qui étaient de l'ordre de 2%, à la fois pour le minima, pour le SMIC et pour les salaires de base. Et aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 1%. D'accord ? Et ce, depuis un certain temps, depuis environ 2013. D'accord ? Donc ça, c'est un premier constat qui est lié à une baisse de l'inflation aussi. En gris, vous voyez l'inflation est beaucoup plus basse. Et vous voyez aussi, et on ne le voit pas là, mais la croissance économique est aussi plus modérée. Deuxième point, ça c'est en nominal, en réel. C'est-à-dire si vous enlevez l'inflation de l'évolution des salaires, vous voyez qu'en réel, ça continue à progresser. En particulier entre 2013 et 2017, les courbes de salaire sont au-dessus de l'inflation. Ça veut dire que votre salaire, il augmente plus vite que les prix. Légèrement, mais il augmente plus vite que les prix, parce que les prix, ils n'augmentent plus. C'est beaucoup moins vrai dans cette phase de reprise. Ce qu'il explique ici, c'est que les salaires, l'évolution des salaires est souvent décalée d'un an vis-à-vis de l'inflation. Une composante importante de l'évolution des salaires, c'est l'inflation passée. Si l'inflation passée est faible, demain, mon salaire va augmenter un peu moins vite. Au contraire, si l'inflation était plus dynamique, ça va se poursuivre. Vous voyez, à partir de 2012-2013, les salaires continuent à progresser alors que l'inflation recule. Ensuite, le deuxième fait que je veux souligner, c'est la corrélation très forte de la croissance du SMIC, du salaire de base et du salaire de branche. Donc ça, c'est pour illustrer l'imbrication de ces trois niveaux entre le SMIC, les salaires de branche et les salaires tels qu'ils sont touchés par les employés. Enfin, le fait numéro 3, et puis juste pour vous montrer ce qui se passe aujourd'hui, donc ça, c'est la distribution des hausses de salaire dans les branches sur plusieurs années. Donc en gris, on part de 2016, c'est là où l'évolution des salaires dans les branches a été la plus faible historiquement. La plupart des hausses ont été négociées autour de 0,5%. D'accord ? Ensuite, depuis 2016, on observe une reprise progressive de la hausse des salaires. Et en vert, c'est les négociations qui ont eu lieu là au cours du premier trimestre 2019. Donc, au cours du premier trimestre 2019, les branches qui ont négocié ont eu des accords autour de 2%. Ce qui s'explique, un, par le fait que l'inflation était plus élevée en 2018, et deux, par une hausse de SMIC qui est un peu plus élevée que ce qu'on a observé jusqu'ici, autour de 1,5 au 1er janvier 2019. Et j'en viens aux déterminants de ces hausses. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire dans nos travaux, c'est essayer de quantifier un peu les déterminants. Et ce qu'on observe, c'est que les hausses de minima de branche sont déterminées par deux choses principalement. L'inflation passée, le SMIC,
L'inflation passée, quand l'inflation augmente de 1%, on trouve une transmission de l'ordre de 0,6 points. Pour le SMIC, c'est autour de 0,2, 0,3 points. Une hausse de SMIC de 1, ça se transite de l'ordre de 0,3 vers les hausses de branche. Et un dernier effet qu'on obtient, c'est que l'effet de l'activité économique, du chômage, est très très faible. Très très faible sur les minima qui sont négociés dans ces branches. Le dernier point que je vais évoquer dans cette présentation, c'est ensuite comment ces minima de branche se transmettent au salaire. Donc, par quel mécanisme, comment et dans quelle mesure les minima de branche sont vraiment importants pour la fixation des salaires. Donc, si je veux bien avancer. Donc, il y a plusieurs effets des minima de branche. Il y a un effet direct. Les minima de branche, je suis au minimum, donc mon salaire va augmenter dès lors que le minimum est réévalué. Donc ça va être un effet direct du minima de branche. Et puis, les branches, elles vont jouer un rôle aussi d'amplificateur de l'effet du salaire minimum. Ici, en gris, à gauche, vous avez la hausse de 1% du salaire minimum, la hausse de 1% du SMIC. Qu'est-ce qui va se passer? Pour les salariés les plus proches du SMIC, les salaires vont augmenter. C'est ce que j'appelle l'effet direct en bleu. Il y a un effet direct. Si je suis au SMIC, le SMIC augmente, mon salaire augmente. Et ensuite, il y a un effet qui transite par les minima de branche. Si le SMIC est important pour les minima de branche, à ce moment-là, dès lors que le SMIC augmente, les minima de branche augmentent. Et moi, j'ai des minima qui sont très éloignés du SMIC, mais comme ces minima dépendent du SMIC, eh ben, mon salaire va augmenter, non pas parce que mon salaire est très proche du SMIC, mais parce que mon minima, qui dépend du SMIC, c'est à ce minima que je suis payé. Donc ça, c'est ce qui va être l'effet indirect via les branches. Et enfin, il y a un troisième effet, potentiellement, c'est que la hausse des salaires que j'obtiens à la fin, après cette hausse de SMIC, elle va potentiellement nourrir la hausse de SMIC de l'année prochaine, parce que une hausse des salaires, la hausse des salaires, elle rentre dans la formule de la hausse du SMIC. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet de rétroaction possible qu'on a de la hausse des salaires de base. Donc, le slide d'après donne les chiffres qu'on obtient nous. On obtient que l'effet direct d'une hausse de SMIC, c'est de l'ordre de 0,10, 0,15. Encore une hausse de SMIC de 1. Pour les salaires en moyenne en France, pour les salaires de base en moyenne en France, ça accroît les salaires de base de l'ordre de 0,15. La hausse de SMIC, elle a un effet de 0,25 sur les salaires de branche. 1% de hausse de SMIC, c'est 0,25 sur les branches. Et l'effet de la branche, c'est 0,15 sur les salaires de base. Une hausse de 1% des salaires de branche accroît les salaires de base de l'ordre de 0,15. Donc je multiplie 0,25 par 0,15, j'ai la mesure de l'effet indirect. Donc au total, l'effet total du SMIC, c'est de l'ordre de 0,17, 0,13 plus 0,04. Et dans ce 0,17, il y a un quart qui est lié aux branches. Il y a un quart qui va s'expliquer par des effets de diffusion des hausses du SMIC au-delà du niveau du SMIC. Et enfin, l'effet de rétroaction, lui, il est beaucoup plus modéré, il est à peine perceptible en moyenne. Dernier point peut-être, si j'ai encore une minute. Là, j'ai représenté un graphe où j'essaie de mesurer le niveau d'hétérogénéité de l'effet d'une hausse du SMIC. Donc chaque barre, ici, chaque histogramme en bleu, c'est un décile de salaire. Donc le premier décile, c'est les gens tout près du SMIC, le deuxième, etc. Le salaire médian, il est à peu près à 5, et on est à 1,5 SMIC environ. Et puis le dernier décile, c'est des gens supérieurs à 3, qui touchent un salaire supérieur à 3 fois le SMIC. En bleu foncé, c'est l'effet direct. Donc quand j'augmente le SMIC de 1%, quel est l'effet direct sur le salaire de base pour les gens dans chacun des déciles? En bleu clair, c'est l'effet qui transite via les branches. C'est cet effet indirect. Et la courbe en noir, c'est l'effet total, inclut les effets de rétroaction. Donc ce qu'on voit, c'est que l'effet direct, il est décroissant, s'y attend un petit peu, d'accord ? Mais on trouve encore des effets assez importants vers la fin d'un effet direct du SMIC sur les salaires, même pour des salaires assez élevés. On trouve que l'effet des branches, l'effet indirect des branches, il est plus élevé sur la deuxième partie de la distribution, ce qui est aussi attendu, c'est-à-dire les branches négocient dans des branches où les salaires sont plus élevés que le SMIC. Elles transmettent une hausse du SMIC qui est une sorte de référence de la hausse des salaires, une sorte de point focal pour la négociation, de point d'entrée de la négociation. Je veux avoir au moins ce que le SMIC a donné cette année. Donc ça, je l'ai pour des salaires assez élevés. Et l'effet de rétroaction, c'est plutôt au départ, puisque cet effet de rétroaction, il va transiter quand même via la formule du SMIC. Donc c'est surtout ceux qui sont proches du SMIC qui vont avoir cet effet de rétroaction, qui est de l'ordre de 0,05 points pour les gens qui sont dans le bas de la distribution. Donc au total,
on obtient bien des effets de transmission du SMIC à des salaires plus élevés qui transitent via les branches. C'est des effets quantitativement qui sont durs à qualifier. Ils existent. Est-ce qu'ils sont de 1 pour 1? Certainement pas, mais ils existent. D'accord ? Donc les branches sont bien un moyen pour le SMIC d'augmenter les salaires bien au-delà du SMIC. Et au-delà de ça, le SMIC apparaît un peu ici comme quelque chose qui limite un peu l'espace de la négociation, puisque c'est la valeur de référence pour la négociation dans les branches, au-delà même de l'activité de la branche ou de ce qui peut se passer en dehors. Merci. Merci Erwan Gauthier. La logique implacable de cette table ronde nous mène à vous, Héloïse Petit. On a parlé du SMIC au niveau national, la branche. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des entreprises ? Voilà, donc je vais continuer sur cet entonnoir avec une petite incursion quand même au passage sur tout le bas de l'entonnoir qui est le niveau individuel. Parce que là, c'est vrai qu'on se place sur des niveaux collectifs. Alors collectif national, légal, collectif de branche, collectif d'entreprise, je vais revenir dessus. Or, j'imagine que si on vous avait demandé le premier déterminant du salaire, vous auriez pensé aux caractéristiques individuelles. Et c'est juste pour vous rassurer qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Ce qui va compter d'abord, c'est bien la qualification, l'âge, l'ancienneté. On a là le cœur de la détermination des salaires. Mais c'est vrai aussi qu'en fait, en économie du travail, en recherche, c'est des choses qui sont connues du coup, depuis longtemps et étudiées depuis longtemps. Et du coup, ce qui nous anime plutôt aujourd'hui, c'est de chercher ce qui joue au-delà de ces effets individuels, d'où la table ronde, où on est tous en train de chercher et d'étudier ce qui se passe au-delà de ces effets individuels. Mais voilà, on est bien conscient qu'ils existent et qu'ils ont bien une part majoritaire dans la détermination du niveau de salaire. Cette petite parenthèse étant faite, je vais continuer l'entonnoir et m'arrêter avant le niveau individuel sur le niveau entreprise, effectivement, parce que donc, vous commencez à en avoir un aperçu. Hein, on a donc le SMIC au niveau national, on a les négociations de branches qui ont été tout à fait bien expliquées, donc je ne vais pas revenir dessus. Et puis, on a les négociations au niveau de l'entreprise. Alors également potentiellement au niveau de l'établissement, mais je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail, je vais parler uniquement d'entreprises, comme si elles étaient toutes mono-établissements. Et on a là donc également des représentants de l'employeur qui négocient avec les représentants de salariés sur diverses choses, sur les minima au niveau de l'établissement, puisque là aussi, hein, il y a potentiellement des classifications d'établissements avec des minima, mais qui négocient aussi sur les enveloppes de hausse individuelle, sur les primes. Il y a quand même toute une gamme d'éléments de salaire qui sont négociés au-delà des minima. Et c'est en partie vrai aussi pour la branche. Hein. Donc là, c'est vrai qu'on s'est focalisé avec le SMIC et les minima sur le plancher du salaire de base. Mais en fait, ce plancher, la plupart des salaires, même au SMIC, la plupart des salariés, pardon, même au SMIC, y ajoutent des éléments de prime ou d'individualisation. Donc ça, c'est aussi un élément à avoir en tête. Donc sur ces différents éléments de rémunération qui sont négociés, on a donc finalement une négociation, on pourrait avoir un effet de poupée russe, une négociation entre le salarié et son employeur, si ce n'est que lors de l'embauche, hein, sur quel va être le salaire. Bon, ça là, je l'ai dit, on va la laisser de côté. S'ajoute à ça une négociation au niveau de l'établissement ou de l'entreprise, donc collective, premier niveau de collectif, et ensuite une négociation de branche. Et ces deux niveaux, négociation d'entreprise et négociation de branche, donnent lieu à des obligations de négocier. Et on a là-dessus un cadre légal qui est très particulier au cas de la France. Hein. Autant les salaires minimums, alors c'est vrai que certains pays n'en ont pas, mais c'est quand même le cas le plus courant aujourd'hui d'en avoir. Des obligations de négocier les salaires au niveau de l'entreprise et au niveau de la branche, on est très originaux là-dessus au niveau international, et donc on est souvent pointé pour avoir quelque chose là de très régulé, alors très français justement, parce que très défini par la loi, avec ce triple niveau de négociation qui doivent être annuels, etc., avec une articulation légalement définie. Et donc on est parfois pointé du doigt comme ayant là un système assez strict, assez contraignant, très défini par la loi. Moi, du coup, ce qui m'a intéressé d'aller voir au-delà de ça, c'est concrètement, quelle est l'articulation, quelles sont les pratiques derrière, et d'aller justement descendre un petit peu dans l'entonnoir et de regarder la diversité des articulations et la dynamique de cette articulation. Parce que la loi change au fur et à mesure du temps, on l'a vu aussi sur les évolutions de niveau de SMIC, et aussi parce que les pratiques, certes, évoluent, mais sont aussi diverses à un moment donné.
Donc c'est pour aller voir tous ces éléments que... alors, je ne vous ai pas fait de beau PowerPoint, mais je vais quand même vous faire état de quelques travaux qui sont à la fois des travaux statistiques et des travaux de terrain. C'est-à-dire que là je vais parler de résultats d'études qui sont à la fois conduites sur la base d'une enquête statistique du ministère du Travail qui s'appelle l'enquête Réponse, et donc, qui est une enquête auprès des entreprises sur leurs pratiques de négociation, mais qui renseigne aussi sur leur stratégie de gestion de l'emploi, sur leur situation économique, donc sur une information assez transversale sur l'entreprise et où elle en est. Et je vais allier avec des collègues les travaux statistiques sur cette enquête avec des travaux de terrain. Donc là où on va aller concrètement dans certaines entreprises, interroger les représentants de salariés et d'employeurs et interroger leurs pratiques, les interroger sur leurs pratiques de négociation au niveau, encore une fois, de l'entreprise et de la branche. Donc en regardant un peu tout ça, sur les politiques salariales plus précisément, je vais... bon, alors, on a évidemment travaillé longuement dessus et je pourrais vous en parler des heures. J'ai choisi 2 résultats. Le premier, c'est que, ce qui me semble très marquant, c'est qu'en fait, alors là c'est sur l'enquête réponse 2017, donc la plus récente, vous avez le résultat qui est que plus de 60% des établissements disent qu'il n'y a pas eu de négociation dans leur entreprise ou leur établissement au cours des 3 dernières années. Donc là, on voit tout le gap entre l'obligation légale et la pratique. Donc ça lâche tout de suite la pression sur, voilà, on a un cadre légal hyper contraignant, hyper strict, avec plein de niveaux qui s'emboîtent. Oui, mais rassurez-vous, dans la pratique, il y a tout à fait moyen de faire avec, et manifestement, tout le monde s'en sort, pas pour ne pas négocier, mais voilà, en fait, il y a quand même une marge de pratiques qui peuvent s'écarter de cette obligation prise au sens strict, pour des raisons, alors on pourrait en discuter longuement, mais très rapidement, même si ça peut sembler très étrange au départ, en fait, l'obligation légale, d'abord, elle ne s'applique qu'aux établissements qui ont un délégué syndical. Et lorsque le délégué syndical est présent, l'obligation est à incarner par le délégué syndical qui doit donc demander la négociation. Donc on voit tout de suite que c'est une forme d'obligation qui va être tout à fait modulée, parce que toutes les entreprises n'ont pas de délégué syndical, etc., etc. Donc voilà, cette idée d'obligation de négocier au niveau de l'entreprise, on voit bien que dans la pratique, on est sur une majorité d'entreprises, mais voilà, on est sur moins des 2/3 quand même. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est justement sur cette diversité. Donc là, l'idée, c'est de regarder quelles sont les entreprises où il y a des négociations dans l'entreprise et à la fois une référence importante à ce qui se passe au niveau de la branche. Et donc, on voit comment elles combinent ces 2 niveaux dans leur décision d'augmentation de salaire. Et en fait, pour faire bref, on dégage 3 profils d'entreprises. Donc, certaines qui donnent un rôle prépondérant à la branche, donc qui négocient relativement peu, qui, lorsqu'elles négocient, ont un contenu de négociation qui va être relativement pauvre, c'est-à-dire peu développé, et donc qui, finalement, ils laissent faire la branche. Et quand il conclut un accord d'entreprise, c'est pour redire ce qui a déjà été négocié au niveau de la branche. Donc ils ont finalement une activité qui est soit absente, soit un peu formelle de négociation au niveau de l'entreprise. Et là, on pourrait citer des branches comme le nettoyage. On l'a dit, les branches, ce n'est pas exactement les secteurs d'activité, mais ça peut ressembler, ça ressemble quand même à des secteurs d'activité en termes d'activité des entreprises. Et donc voilà, dans les entreprises, typiquement, les entreprises de ce secteur ont peu d'activités de négociation en interne, mais se réfèrent, calquent ce qui se fait au niveau de la branche. On a d'autres profils, alors qu'on a appelé mixtes, qui, voilà, vous avez compris l'idée, qui mixent les deux, qui, elles, font vraiment une activité de négociation intense, enfin, très présente au niveau de l'entreprise, mais sont aussi tout à fait conscientes de ce qui se passe au niveau de la branche, se positionnent par rapport à ça. Et donc là, il y a un jeu stratégique qui est mené dans l'articulation de ces 2 niveaux de négociation. Et là, on est sur des grosses entreprises qui ont les moyens d'avoir effectivement une activité de négociation assez intense et qui l'articulent nettement avec ce qui se passe au niveau de la branche. Et puis, il y a un peu l'angle mort de ce qui n'est jamais mis en avant, puisque finalement, il ne s'y passe rien. Mais ce qui est quand même important pour comprendre l'ensemble, c'est le 3e profil de celles qui négocient peu, que ce soit en interne, où il se passe peu de choses au niveau de la branche,
où là, pour le coup, s'il se passe des négociations au niveau de la branche, bon, c'est juste pour dire, OK, on se cale sur le SMIC, hein, on ne fait pas plus. Et ça peut être des heures de négociation pour acheter un micro-ondes. C'est-à-dire qu'on est vraiment, voilà, sur le... Même s'il y a des négociations, on est sur pas grand-chose en termes de contenu et globalement quand même sur peu d'activités de négociation de toute façon. Alors, ça, c'était ces 3 profils, on les avait définis au milieu des années 2000. Si on regarde aujourd'hui sur les profils de négociation, on est justement en train de retravailler sur ces thèmes-là avec l'enquête-réponse 2017. Bon, on reste sur ces 3 profils continuent d'être mis en évidence et présents. Et on a un 4e profil qui aurait un accent encore plus fort sur le niveau de l'entreprise. Donc là, qui serait un petit peu en cohérence avec le fait que le cadre légal, vous y êtes peut-être pas tous familiers, mais depuis 20 ans, ou même on pourrait remonter aux lois Auroux de 1982, a tendance à favoriser la négociation d'entreprise. Donc il y a une forte activité légale depuis 30-40 ans pour favoriser l'activité d'entreprise. Ça n'a pas été au détriment complètement de la branche. La branche reste un élément tout à fait présent. Mais c'est vrai que voilà, on peut identifier un profil aujourd'hui d'entreprise où la négociation d'entreprise est devenue primordiale par rapport à la négociation de branche. Et c'est là qu'on va pouvoir avoir le cœur de l'activité. Et on est par exemple dans des secteurs bancaires où on voit que globalement les salaires qui y sont donnés, les salaires qui sont négociés sont bien au-dessus de ce qui peut être négocié dans la branche. Et que la branche, finalement, ça concernera un peu le reste du secteur, mais pas ces grandes entreprises. Alors, un autre élément, si j'ai le temps, un petit dernier. Un dernier pour la route, oui. Enfin bon, le dernier point, c'est celui qui était ressorti des travaux de terrain. Où là, c'est quand même très intéressant d'aller mettre en regard finalement ce qu'on devine au regard des statistiques, nos interprétations des statistiques, d'aller regarder. Alors à chaque fois, on ne peut pas en regarder autant. Les statistiques, il y a 3000 établissements. Bon, le terrain, on ne va pas en voir 3000. En l'occurrence, on en a vu un dans le secteur de l'automobile et puis plusieurs dans le secteur des centres d'appel. Donc dans le secteur de l'automobile, là, on était sur une régulation mixte avec une activité de branche importante, une activité de négociation dans l'entreprise également très importante, donc qui se place assez au-dessus de la branche, mais qui est présent. Et sur le secteur des centres d'appel, là, on est typiquement dans le non négocié, c'est-à-dire qu'il ne se passe à peu près rien à chaque niveau. C'est-à-dire que formellement, il peut y avoir des discussions, mais peu d'accords, et quand il y a des accords, ils accordent peu de choses. Et le point sur lequel je voudrais insister ici, c'est qu'en fait, d'aller regarder ces éléments de terrain, ça montre le rôle d'acteurs qui sont complètement hors champ du cadre légal, qui sont des acteurs économiques, qui pour le coup sont extérieurs à l'entreprise, mais vont avoir un rôle très important. Dans un cas, c'était le donneur d'ordre, et là c'est pour les centres d'appel. En fait, ceux qui vont conclure les marchés avec les centres d'appel vont avoir un regard direct sur la politique salariale du centre d'appel. En l'occurrence, les salaires, c'est 80% de leur coût. Donc, il va y avoir un rôle de négociateur, finalement, de ce donneur d'ordre dans la politique salariale. Donc là, on a un déterminant un peu auquel on ne pense pas tout de suite. Et le deuxième rôle déterminant auquel on ne pense pas forcément tout de suite, c'est celui de la tête de groupe. Et là, on est plutôt sur l'exemple automobile, où en fait, si on regarde une entreprise d'un groupe automobile, enfin, je vais arrêter avec l'automobile, d'un groupe quelconque, on aura la même chose, c'est-à-dire un rôle aussi indirect, où on a la tête de groupe qui en fait va dire à l'entreprise qui est sa filiale, voilà, vous avez en gros telle enveloppe à distribuer, à négocier derrière, mais en fait l'enveloppe elle est quand même un petit peu déjà définie quand les représentants employeurs arrivent à la table de négociation. Donc là on a des acteurs qui sont sous-jacents, qui ne sont pas décrits par le droit du travail, qui ne sont pas introduits par le droit du travail, mais qui sont très présents et qu'il est donc important d'avoir en tête. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Héloïse Petit. Il nous reste un gros quart d'heure pour débattre, répondre aux questions de la salle. Donc il faut démarrer très vite. Monsieur, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule, je n'ai pas l'impression. Ah, sans micro. C'est les allègements, depuis les allègements Juppé en 96 et puis après toutes les générations. Les cotisations patronales ont chuté ces dernières années, visiblement par votre slide. Oui, j'ai le
C'était assez flagrant, effectivement, sur le schéma. Effectivement, vous avez raison. Oui, oui. Ah, le micro sans fil, il est dans les mains de... Là. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, quelle est votre question, en fait? Comme tu disais que le coût du travail est resté élevé par rapport à nos voisins, malgré cette baisse quand même importante de slide, il y a une chute. On a malgré tout un coût du travail aussi élevé. Au niveau du SMIC, il y a plusieurs problèmes derrière tout ça. D'abord, si vous regardez la compétitivité internationale par rapport aux autres pays, principalement les secteurs exportateurs ne sont pas des secteurs à bas salaire, c'est plutôt l'industrie, c'est plutôt un secteur à relativement haut salaire. Les secteurs qui sont concernés sont plutôt des secteurs abrités par le SMIC, hein, donc des secteurs de services. Après ça, en comparaison internationale, le coût du travail en moyenne reste élevé. Au niveau du SMIC, non, il reste plus du tout élevé. Après, dans les difficultés que je n'ai pas citées, c'est que en faisant ça, on subventionne fortement le travail peu qualifié. Hein, par rapport, et on taxe, ce que montrent les autres courbes, fortement le travail qualifié. C'est un effet pervers ou c'est un choix finalement? C'est un choix pour éviter le chômage des non qualifiés. Au bout du compte, on peut s'étonner. Enfin, est-ce que ce choix est viable à long terme? À court terme, on comprend bien. Il s'agit de lutter contre le chômage des peu qualifiés et ça marche un petit peu. À long terme, vous ne pouvez pas soutenir que vous élevez les niveaux d'éducation, que vous financez la formation professionnelle, comment vous financez la recherche-développement pour favoriser les secteurs à haute valeur ajoutée. Et à chaque fois que vous avez un emploi à haute valeur ajoutée, vous le taxez fortement. Ça, ce n'est pas possible. Donc du coup, ce qui est important là-dedans, c'est que sur les bas salaires, on s'est mis à peu près en ligne en termes de comparaison internationale, bien que ce ne soit pas là, que ce soit prégnant en termes de compétitivité. Ça, c'est une chose. Ça a permis de lutter contre le chômage des peu qualifiés, mais il y a un certain nombre d'effets pervers qui ne vont pas dans le bon sens, hein, pas dans le sens qu'on partage tous, c'est-à-dire élévation des qualifications, élévation de la valeur ajoutée, de la productivité, etc. Et au bout du compte, un dernier effet qui est important de citer, parce qu'il apparaît beaucoup dans la littérature, une baisse de rendement de l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir dans l'éducation rapporte moins que ce que ça rapportait auparavant. Vous avez une publication du CEREC le mois dernier sur les diplômés de 2 générations là, à 15 ans d'écart. Et par niveau de diplôme, on compare le niveau relatif de leur salaire par rapport à la moyenne, à chaque niveau de diplôme, par rapport à il y a 15 ans. Et on s'aperçoit que l'inégalité de salaire entre les différents niveaux de diplôme, elle a baissé. Donc on peut se dire, ah ouais, super, c'est bien. Mais en contrepartie, ce qui tire à la baisse, en fait, c'est que les plus diplômés gagnent relativement moins. Et donc que du coup, l'investissement dans l'éducation est moins rentable. Et paradoxalement, je vais l'exprimer comme ça, le rendement de la non-qualification est plus important dès lors que vous avez un emploi, bien sûr, parce que si vous n'en avez pas, c'est compliqué. Voilà. Donc, oui, il faut prendre Il y a une question au fond, c'est dans l'ordre d'apparition, on va dire, oui. Monsieur. Bonjour. Une question sur les cotisations également. Alors en fait, j'ai 2 questions mais qui sont liées, mais qui sont assez courtes. Qu'est-ce que vous du discours qui est de dire en fait, c'est pas une charge, c'est pas un coût du travail, c'est du salaire différé. Ça, c'est un discours qu'on entend assez souvent. Et deuxième question, c'est quand on raisonne en coût de travail global, est-ce que la différence entre cotisation et cotisation salariale n'est pas un peu une vue de l'esprit, parce que de toute façon tout est décaissé du compte de l'entreprise. Donc on va dire oui, bon, il y a des gens qui disent, mais les employeurs disent, moi de toute façon ça sort de mon compte en banque, donc que vous baissiez l'une ou que vous laissiez l'autre stable, finalement moi ça m'intéresse pas, le coût du travail est toujours aussi cher, quoi. Voilà ces 2 questions. Qui veut répondre? Jérôme Gauthier, prenez un micro. Oui, sur la... Je crois qu'il est... sur la distinction, effectivement, elle est en partie formelle, en fait, hein, puisque c'est un prélèvement et tout rentre dans le coût du travail. La différence, quand même, c'est que quand on baisse notamment les cotisations sociales salariées, normalement, ça devrait, à salaire brut inchangé, ça devrait se traduire par une hausse du salaire net
des salariés. Donc, en revanche, quand on baisse les cotisations sociales patronales, c'est du bénéfice pour le patron, mais ça ne se traduit pas normalement par une hausse immédiate des salaires. Sauf si, effectivement, ensuite, les salariés peuvent récupérer. Et d'ailleurs, c'était voulu dans certains secteurs à certains moments, par exemple. Par exemple, quand il y a eu des baisses spécifiques alors c'était plutôt de TVA, etc., mais de prélèvements dans certains secteurs comme la restauration. Et ce qui a été dit, c'est de dire, bon, ben voilà, c'est les entreprises qui en bénéficient, mais il faudrait que ça se traduise aussi en partie par une hausse des salaires des salariés. Donc des fois, il y a aussi consciemment de dire, on fait bénéficier les entreprises de baisse de prélèvements, mais il faudrait peut-être qu'une partie de cette baisse se retrouve du côté des salariés. Sur le salaire différé, Loïs Petit. Ah oui, alors, non, oui. Alors le salaire différé, oui, c'est comme ça que c'est conçu au sens où c'est pour financer de la retraite, c'est pour financer éventuellement quand on est au chômage, etc. Donc effectivement, on peut le voir comme c'est du salaire. C'est du salaire, on disait autrefois aussi du salaire indirect, ou du salaire différé. C'est une partie de salaire. Alors ensuite, on a des enquêtes qui vous montrent que, des enquêtes un peu indirectes, mais est-ce que les salariés considèrent que les cotisations salariales qu'ils payent, c'est du salaire? Et pas évident, là, franchement. Et là, c'est pas évident. Et pourquoi? Et comment on s'en aperçoit? C'est-à-dire que si on leur prélève un peu plus en cotisation sociale salariée, est-ce qu'ils vont essayer de compenser en négociant des hausses de salaire pour essayer de compenser ces hausses de prélèvement de cotisations sociales salariées? Bon, alors les études, mais là je parle aussi sous le contrôle de mes collègues, mais les études concernant ça sont assez anciennes et a montré quand même que pas tout à fait. C'est-à-dire que quand on prélève un peu plus en cotisation sociale, les salariés, ils essayent quand même de compenser par ils essayaient de compenser quand même par une augmentation de salaire net. Donc ça veut dire que pour eux, c'est pas indifférent, au sein de la rémunération globale, c'est pas indifférent. Est-ce que c'est du salaire qu'ils perçoivent tout de suite ou est-ce que c'est du salaire différé? Une autre question, monsieur qui a levé la main tout à l'heure. Merci Pierre-Pascal. On vous écoute, monsieur. Je vais être très bref. Bon, la valeur probante des graphiques est toujours impressionnante, mais est-ce qu'il ne manquerait pas une slide qui parlerait de la répartition, de l'évolution de la part salariale dans la valeur ajoutée des entreprises sur les 20 ou 30 dernières années? Parce que là, c'est intéressant de voir évidemment la répartition des salaires dans les différentes classes, dans les D9, D10 et dans les différents déciles. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi de la répartition dans la valeur ajoutée? Si on parle de richesse produite, c'est la question qui se pose, il me semble. Bruno Coquet. Oui, on pourra parler. En fait, le problème, c'est qu'elle est assez stable. Et donc, du coup, la France est aussi typique de ça. C'est-à-dire que, historiquement, la part des salaires dans la valeur ajoutée est relativement stable par rapport à d'autres pays, alors qu'on attendrait plutôt une composante conjoncturelle. Après, ce sur quoi on a peu d'indications, mais quand même les quelques papiers qui existent là-dessus montrent que la part des différents niveaux de salaire dans la valeur ajoutée, elle, a évolué du fait justement de cette distribution qui évolue. Ça, c'est plus intéressant, mais bon, les conclusions ne sont pas très claires pour le moment. Mais pour dire que la réponse à votre question, c'est en fait c'est stable, malheureusement, en gros, et qu'il faut aller plus profond dans l'analyse et via la distribution, malheureusement. Une autre question. Oui, je voulais poser deux questions en fait. Une question, c'est que je voudrais que vous développiez augmentation de la prime d'activité versus augmentation du SMIC, parce que finalement tous les SMICards du coup ne sont pas concernés, et comment vous voyez du point de vue économique. Et deuxièmement, on a l'OMPES et le CREDOC qui ont fait tout un travail sur le budget de référence, c'est-à-dire pour avoir une vie sociale, quel était le besoin. Et ils arrivent à la conclusion que finalement, il y a 50% des ménages qui ont des restrictions, alors pas forcément permanentes, extrêmement fortes, mais qui ont des restrictions, c'est-à-dire des privations. Et donc, quand à côté de ça, on n'a pas développé, mais sur toute la problématique de travail précaire,
parce qu'on parle du SMIC, mais quand on est au SMIC à temps partiel. Donc il y a cette problématique-là. Et avec les baisses des cotisations, la problématique de non-reconnaissance des qualifications, mais vous l'avez un peu évoqué avec le travail finalement qualifié, non reconnu. La première question, donc, hausse du SMIC contre hausse de la prime d'activité. Hein. Erwan Gauthier, vous voulez répondre? Prenez le micro. Je peux vous donner 2-3 éléments. Là, un des changements importants de la fin de l'année dernière, ce début d'année, au moment de la fixation du SMIC, c'est une revalorisation importante de la prime d'activité. Une des questions qu'il y a autour de la question du SMIC, c'est la question des inégalités. Est-ce que le SMIC est un outil efficace de redistribution ou pour réduire les inégalités? Un des problèmes du SMIC pour réduire les inégalités, c'est que ici, vous pouvez avoir des gens qui travaillent et qui sont payés au SMIC, mais qui sont par exemple dans une famille, dans un couple, avec quelqu'un qui gagne bien au-delà de ce qui gagne le SMIC. Et c'est ce que montrent les travaux. Beaucoup de gens qui travaillent au niveau du SMIC ont des niveaux d'imposition, payent des impôts à un niveau relativement élevé, parce que là, pour le coup, les impôts, c'est familialisé. Et donc, ici, pour la redistribution, pour la question des inégalités, ça paraît plus efficace d'ajuster la prime d'activité, c'est un outil, c'est un impôt négatif, que d'ajuster le SMIC, qui va avoir un effet relativement faible sur la réduction des inégalités entre les ménages. Par contre, le SMIC, lui, il a le rôle de mettre fin à une forme de dumping social qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire d'empêcher les entreprises de payer trop bas une heure de travail. Et il continue à jouer ce rôle, le SMIC, aujourd'hui. Aujourd'hui, il continue à jouer ce rôle. Le SMIC continue à augmenter. Il continue à augmenter de l'inflation. Et donc, il continue à avoir ce rôle de limiter le dumping social qu'on peut observer. C'est exactement la même justification pour l'existence des branches. Les branches, un des avantages importants des branches, c'est d'éviter le dumping social entre les entreprises. Donc d'avoir un niveau de salaire minimum dans la branche pour des emplois définis, on ne peut pas payer en dessous. Un des inconvénients de ça, c'est que souvent, ceux qui définissent les branches, ceux qui définissent le minima dans les branches, ceux qui négocient ces minima, sont des grandes entreprises qui peuvent se permettre de payer des salaires élevés et qui ont des pratiques qui peuvent être de forme anticoncurrentielle pour le secteur. Bruno Coquet, j'ai l'impression que vous voulez rajouter quelque chose. Un petit ajout, parce que c'est peut-être implicite pour nous, mais le SMIC est horaire. Donc, quand on définit le SMIC, on ne définit pas un SMIC mensuel, mais un SMIC horaire. Or, si vous allez voir tous les travaux de l'INSEE annuels que je vous ai conseillé d'aller voir, vous verrez, depuis 15 ans, on vous dit les inégalités qui s'accroissent du fait que les quotités horaires travaillées par les gens chaque année, puisqu'il faut bien vivre tous les jours, donc les gens employés à temps plein tout le temps, elles diminuent. Donc d'un côté, on augmente le SMIC horaire, mais de l'autre côté, on observe une diminution des quantités travaillées, en particulier, par définition, dans le bas de la distribution des salaires, ce qui contribue à répondre à tout ce que vous dites et contribue à compléter ce que dit Erwan sur l'incapacité, enfin les limites du SMIC pour réduire les inégalités. Si vous voulez que les gens qui travaillent gagnent suffisamment pour vivre, évidemment, l'instrument horaire, qui était efficace dans les années 60 où tout le monde était à temps plein toute l'année, aujourd'hui n'est plus efficace, en tout cas. Voilà. Et donc, du coup, vous avez ce moyen qui est d'augmenter des compléments de salaire qui sont des prestations sociales, alors qui ne donnent pas des droits différés, etc., qui atteignent bien mieux la cible. On a des études qui montrent ça, que ça atteint bien mieux la cible, mais ça ne peut être que transitoire. On ne peut pas imaginer une économie dans laquelle le SMIC serait égal à 0 et vous ne toucheriez que des compléments de salaire. Ce n'est pas une économie de marché, et donc ça marcherait autrement, par définition. Donc, voilà. Héloïse Petit, vous voulez compléter? Oui, en lien aussi avec la discussion de tout à l'heure, en fait, sur l'alternative entre prime d'activité ou hausse du SMIC, il y a aussi l'alternative sur qui va payer cette hausse. Donc, dans un cas, on voit bien que la hausse du salaire minimum, on est plutôt sur un coût pour l'employeur, en tout cas de manière directe, alors que dans la prime d'activité, ça va être financé par l'État, donc par les impôts. Et c'était un petit peu aussi une alternative qui est restée sous-jacente dans la discussion tout à l'heure. Et dans les politiques d'exonération. Les politiques d'exonération, on peut dire, sur les bas salaires,
d'exonération des cotisations sociales sur les bas salaires, on peut dire qu'elles sont, et effectivement, elles ont été en partie compensées par des hausses de cotisations sur les hauts salaires, mais elles sont d'abord compensées par l'État qui paye ces exonérations, et donc par l'impôt. Donc c'est aussi un transfert de manière sous-jacente. Le débat social qu'il y a, c'est est-ce qu'on veut financer la protection sociale par les cotisations, donc en s'appuyant sur le travail, avec tout le problème que ça pose en termes de coût du travail, d'affichage, etc., ou est-ce qu'on veut le payer par l'impôt? Et là, ça traverse un peu toutes les questions qui ont été posées. Il nous reste le temps d'une dernière question, monsieur. Oui, bonjour. À partir des différents mécanismes que vous avez proposés de fixation des salaires, par quel mécanisme pensez-vous qu'il y a des inégalités salariales par sexe de ce que vous avez pu expliquer? C'est l'avantage des minimums légaux, c'est qu'ils sont assez peu différenciés par sexe, des minimums de branche aussi. Enfin là, on est sur des mécanismes qui ne sont pas très discriminants pour le coup. Et c'est peut-être ce dont j'ai parlé moi, c'est-à-dire le niveau entreprise, où là, on va commencer à avoir potentiellement, et pas tellement sur la négociation d'entreprise qu'on va avoir un effet discriminant, mais sur la stratégie de rémunération qui est très liée en fait à la stratégie de négociation. C'est un point sur lequel je ne suis pas revenue, mais voilà, il y a qu'est-ce qui est négocié, et puis il y a globalement quelle est la politique salariale d'une entreprise. Et là aussi, il y a une forte diversité d'une entreprise à l'autre, et c'est après dans le détail, sur ces questions-là de discrimination, le diable va être dans le détail de comment est menée cette politique. Et c'est pas tellement qu'elle est menée consciemment pour être discriminante, mais c'est qu'elle est inconsciemment discriminante. Et là-dessus, il y a les obligations quand même de négocier sur l'égalité professionnelle, notamment lors des négociations salariales, pour tenter d'y remédier. Mais il y a vraiment une question de prise de conscience à l'intérieur des politiques salariales. J'ai une dernière question. Ou avant que vous... Oui, juste pour faire le lien dans le prolongement de ce que vient de dire Héloïse, c'est par les minima aussi par profession. Ce que vous montrez, Erwan, tout à l'heure, c'est-à-dire pour chaque métier, on définit des minima. Et il se trouve que dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de branches, de façon assez traditionnelle, quand c'était des métiers à dominante féminine, les minima étaient inférieurs aux métiers à dominante masculine. Vous le prenez par exemple dans l'agroalimentaire, les métiers de l'emballage sont moins payés que les métiers d'opérateurs sur les lignes de production. Et comme par hasard, à l'emballage, vous trouvez beaucoup de femmes, et sur les lignes de production, vous trouviez beaucoup d'hommes. Est-ce que pour autant, c'était des qualifications vraiment différentes? Est-ce que c'était, etc. C'est toute la question. Mais du coup, ensuite, dans vos grilles de classification, effectivement, vous avez des minima par métier qui sont différents, et avec des répartitions par genre qui sont différentes dans les métiers. Et ça, c'est quand même une explication assez importante des inégalités de salaire. La question de la suppression du SMIC, qu'on entend parfois dans les débats économiques, ce n'est jamais sur finalement son effet sur les salaires, mais c'est versus l'emploi. Mais sur les salaires, à voir les graphiques, et ce que vous nous avez dit, on a l'impression quand même que la question ne se pose pas sur ce point. Il y a quand même un débat sur les salaires, parce que certains proposent d'essayer de déconnecter le salaire minimum et qu'il ne soit plus indexé sur l'augmentation du salaire des employés, des ouvriers moyens. Puisque la loi dit que le salaire minimum ne peut pas progresser moins que 50% des gains de pouvoir d'achat du salaire moyen de l'ensemble des employés et des ouvriers. Et donc certains disent, oui, mais ça accroît le lien entre l'ensemble des salaires et le salaire minimum, et donc le rôle potentiel inflationniste du salaire minimum, etc. etc. Donc il y a un débat quand même sur ça. Il y a quand même un débat. Merci à tous, il est 15h15. Je vous souhaite une bonne suite. Merci à vous quatre.